Le matin de Noël, ma belle-sœur a ouvert tous les cadeaux de mes enfants et les a cassés un par un. Ils ne méritent pas le bonheur. Mes parents ont regardé, mes enfants ont pleuré. Puis ma fille de 8 ans a levé sa tablette et a dit « Tante Jessica, devrais-je montrer à tout le monde ce que tu as fait aux bijoux de grand-mère ?» La pièce est restée figée. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Ma fille de 8 ans, Mélodie, se tenait là dans son pyjama à rayures de sucre d'orge, brandissant sa tablette rose comme une sorte d'arme. Sa petite voix a fendu le chaos avec la netteté d'une lame. « Tante Jessica, est-ce que je montre à tout le monde ce que tu as fait aux bijoux de grand-mère ?» La pièce est devenue complètement silencieuse. On aurait pu entendre une mouche voler sur l'épais tapis de ma mère. Ma belle-sœur, Jessica, s'est figée en plein geste, sa main toujours tendue vers le dernier cadeau non ouvert sous le sapin. Son visage est passé du rouge cramoisi au blanc fantomatique en à peine 2 secondes. « De quoi tu parles, petite peste ?» La voix de Jessica s'est brisée, mais elle a essayé de paraître menaçante. Mélodie n'a même pas bronché. Elle est restée là, au milieu des débris de ce qui avait été notre matin de Noël. Des morceaux cassés de son jeu de chimie étaient éparpillés sur le sol. Le train en bois de son petit frère Tyler était en 1000 morceaux, le papier cadeau déchiré partout comme des confettis à la fête la plus triste du monde. « J'ai une vidéo », a simplement dit Mélodie, son doigt planant au-dessus de l'écran. « Laissez-moi revenir en arrière et vous raconter comment nous en sommes arrivés là. Parce que 20 minutes plus tôt, c'était censé être le matin de Noël parfait. Je m'appelle Amanda, j'ai 34 ans, et en tant qu'hygiéniste dentaire, je pensais que la partie la plus difficile de ma vie était derrière moi. 2 ans après mon divorce, j'avais enfin repris pied. Mes enfants s'adaptaient. Nous étions retournés dans ma ville natale en Ohio pour être près de mes parents, Patricia et Robert, qui avaient été notre pilier à travers toutes les épreuves. Mon frère Garrett avait épousé Jessica il y a 6 ans. Elle faisait partie de ces femmes qui ont toujours l'air impeccables, même à 7 heures du matin le jour de Noël, du moins en général. Mais ce jour-là, elle était arrivée avec l'air d'avoir veillé toute la nuit, ses cheveux blonds habituellement parfaits étaient filasses, son pull de marque froissé, et je pouvais sentir son haleine de vin de l'autre bout de la pièce. Tyler, ma tornade d'énergie de 5 ans, était surexcité depuis 5 heures du matin. « Maman, on peut ouvrir les cadeaux maintenant ? S'il te plaît, s'il te plaît. » Il avait déjà posé cette question environ 47 fois. Mélodie, mon aînée, était assise en tailleur près du sapin, sa tablette sortie parce qu'elle voulait enregistrer l'ouverture des cadeaux pour les montrer à son père plus tard. Leur père vivait maintenant à Seattle, et c'était notre premier Noël sans lui. Elle était devenue si responsable depuis le divorce. Parfois, j'oubliais qu'elle n'avait que 8 ans. Ma mère, Patricia, s'affairait dans son tablier de Noël, celui avec les rennes qu'elle portait chaque 25 décembre depuis 20 ans. « Attends juste oncle Garrett et tante Jessica, mon cœur », avait-elle dit à Tyler pour la 12e fois. Mon père, Robert, avait déjà pris sa place dans son vieux fauteuil inclinable, faisant semblant de lire le journal, mais somnolent en réalité derrière. Un grand classique de sa part. Il disait toujours qu'il se reposait juste les yeux pendant les réunions de famille. Quand Garrett et Jessica ont franchi cette porte à 8 heures précises, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Garrett avait l'air épuisé, voire vaincu. Il n'arrêtait pas de me lancer des regards d'excuses, comme s'il essayait de m'avertir de quelque chose. Jessica s'est dirigée directement vers le canapé sans dire bonjour à personne, pas même aux enfants. « Joyeux Noël, tante Jessica !» Tyler avait couru vers elle les bras ouverts pour un câlin. Elle l'avait repoussé. Pas brusquement, mais assez fermement pour qu'il ait l'air confus et blessé. « Pas maintenant, Tyler. » Cela aurait dû être mon premier vrai signe d'alerte. Jessica avait toujours été un peu froide, un peu prompte à juger mon divorce et mon retour à la maison, mais elle n'avait jamais été méchante avec les enfants auparavant. Jamais. Ma mère et moi avions échangé un regard. Vous savez, ce regard que les mères et les filles partagent quand elles sentent toutes les deux que quelque chose se prépare mais ne veulent pas faire de scène ? Exactement ce regard. « Et si on commençait par les cadeaux ?» a suggéré ma mère, sa voix artificiellement enjouée. Les enfants ont été si patients. Et c'est là que tout a complètement dérapé. Mais en me tenant là maintenant, regardant ma fille de 8 ans affronter une femme adulte qui venait de détruire Noël, j'ai réalisé que je m'étais trompé sur lequel de mes enfants avait hérité du gène de la responsabilité. Mélodie n'était pas seulement responsable. Elle était courageuse. Plus courageuse que n'importe quel adulte dans cette pièce, qui était restée figée pendant que Jessica détruisait tout ce que mes bébés attendaient avec impatience depuis des semaines.
Vas-y, Mélodie, je me suis entendu dire, ma voix stable même si mes mains tremblaient. Montre à tout le monde ce que tante Jessica a fait. La pièce a retenu son souffle et ce matin de Noël ne serait plus jamais le même. L'odeur des brioches à la cannelle remplissait la maison de mes parents ce matin de Noël. La même recette que ma mère faisait depuis que j'avais l'âge de Mélodie. Il était à peine 7 heures, mais Tyler était déjà réveillé depuis 2 heures, vibrant pratiquement d'excitation à côté du sapin. Il avait mis son pyjama spécial Noël pour dormir, celui avec des petites locomotives partout, et refusait de l'enlever, même s'il avait déjà renversé du chocolat chaud dessus. Maman, regarde. Le Père Noël a mangé les biscuits. Tyler a montré l'assiette que nous avions laissée, où il ne restait que des miettes. J'avais grignoté ces biscuits à minuit, seul dans la cuisine de mes parents, m'accordant enfin un moment pour être fier du chemin que nous avions parcouru. Il y a 2 ans, mon monde s'était écroulé. Mon ex-mari, Daniel, avait annoncé qu'il partait, acceptant un poste à Seattle et recommençant sa vie avec quelqu'un de son bureau. Le divorce a été rapide et chirurgical, comme arracher un pansement si ce pansement avait été attaché à votre âme. Retourner dans ma ville natale de Riverside, en Ohio, a d'abord eu un goût d'échec. Me voilà, à 34 ans, de retour dans ma maison d'enfance avec 2 enfants et une montagne de dettes d'avocat. Mais mes parents avaient été incroyables. Ma mère, Patricia, une infirmière scolaire à la retraite, avait transformé mon ancienne chambre en un espace pour Mélodie, avec des étoiles phosphorescentes au plafond parce que ma fille voulait devenir scientifique. Mon père, Robert, propriétaire d'une petite quincaillerie en ville, avait construit un lit sur mesure pour Tyler en forme de locomotive. Ils ne m'ont jamais fait sentir comme un fardeau, pas une seule fois. Amanda, chérie, peux-tu m'aider avec la salade de fruits, a appelé ma mère de la cuisine. Elle portait déjà son beau pull de Noël, le vert avec un sapin en paillettes qu'elle trouvait festif, mais que Mélodie appelait en privé le t-shirt disco de grand-mère. Je l'ai trouvée en train de couper des pommes en dés avec une précision chirurgicale, le comptoir de la cuisine couvert de bols de fruits frais. Jessica a déjà appelé Garrett 3 fois ce matin, a-t-elle dit doucement, sans lever les yeux de sa planche à découper. Il se passe quelque chose entre eux. Quel genre de quelque chose, ai-je demandé, en piquant une fraise dans le bol. Le genre où elle l'a accusé d'aimer tes enfants plus que d'essayer d'en avoir avec elle. La bouche de ma mère a formé une ligne serrée. Patricia Henderson l'a vu chez le caviste hier, achetant assez de bouteilles pour une fête, mais il n'organise rien. J'ai senti ce nœud familier se former dans mon estomac. Jessica avait toujours été compliquée. Quand Garrett l'a présentée pour la première fois il y a 6 ans, elle semblait parfaite pour lui. Elle travaillait comme chef de bureau dans un cabinet d'avocats, conduisait un VUS blanc immaculé et avait sa vie en main de toutes les manières, apparemment, la mienne ne l'était pas. Mais après leur mariage, quelque chose a changé. Chaque réunion de famille est devenue une compétition subtile à laquelle je ne m'étais pas inscrite. Peut-être devrions-nous reporter l'ouverture des cadeaux, ai-je suggéré, en regardant Tyler secouer un cadeau pour la 100e fois. Absolument pas. La voix de ma mère était ferme. Ces enfants en ont assez bavé. Ils méritent un Noël normal. Normal. Je courais après la normalité depuis 2 ans, faisant des doubles gardes au cabinet dentaire du docteur Morrison pour économiser de l'argent, aidant Mélodie avec ses devoirs sur la table de la cuisine tout en préparant le dîner, lisant Thomas le petit train à Tyler tous les soirs, faisant toutes les voix même quand j'étais épuisé. La normalité était l'objectif, même si je n'avais plus aucune idée de ce à quoi cela ressemblait. Mon père est entré dans la cuisine, portant déjà son confortable cardigan de Noël qui avait connu de meilleures décennies. Le café est prêt ? Il a embrassé la joue de ma mère, un geste si désinvolte et aimant qu'il m'a serré le cœur. Ils étaient mariés depuis 37 ans. J'avais tenu 7 ans. Maman, j'ai installé ma tablette pour enregistrer. Mélodie a bondi dans la cuisine, ses cheveux noirs encore en désordre de sommeil. Elle avait hérité de mon épi tenace, celui qui ne reste jamais plat, peu importe combien on le brosse. Je veux montrer à papa comme nous sommes heureux à Noël. C'était tout Mélodie, essayant toujours de réconforter tout le monde. Elle le faisait depuis le divorce. Ces petits gestes pour prouver que nous allions bien, que je faisais du bon travail, qu'elle n'était pas abîmée par la séparation. 8 ans et portant déjà un poids qui n'était pas le sien. La sonnette a retenti à 8 heures précises. Garrett était tout sauf ponctuel. À travers le verre dépoli, je pouvais voir 2 silhouettes, l'une se tenant droite, l'autre vacillant légèrement. « Ils sont là !» a crié Tyler, se précipitant vers la porte. Ma mère s'est essuyé les mains sur son tablier. «
Souviens-toi, nous sommes une famille. Quoi qu'il se passe avec eux, nous gérons ça avec grâce. La grâce? Je me suis demandé si la grâce suffirait pour la tempête qui s'apprêtait à franchir cette porte. Garrett est entré le premier, ayant l'air d'avoir vieilli de 5 ans depuis Thanksgiving. Ses cheveux bruns habituellement soignés n'étaient pas peignés, et il y avait des cernes sombres sous ses yeux qui racontaient une histoire de nuit blanche. Jessica est passée devant lui sans un mot, ses talons de créateur claquant contre le parquet de mes parents comme de petits marteaux en colère. « Joyeux Noël à tous », a dit faiblement Garrett, en posant un sac de cadeaux qui semblait emballé à la hâte. Certains coins étaient déchirés, le ruban adhésif appliqué de travers, comme s'ils avaient été emballés dans une voiture ou après une dispute. Tyler a couru vers son oncle, enroulant ses petits bras autour des jambes de Garrett. « Oncle Garrett, viens voir. Le Père Noël m'a apporté tellement de cadeaux. »« C'est super, mon grand. » Garrett a ébouriffé les cheveux de Tyler, mais ses yeux suivaient Jessica alors qu'elle se laissait tomber sur le canapé, portant toujours son manteau. Ma mère a essayé de sauver la situation. « Jessica, ma chérie, puis-je te servir un café ? Je viens d'en faire une cafetière fraîche. »« Du café ?» a ri Jessica. Mais ce n'était pas un son joyeux. C'était un son sec, cassant. « Patricia, c'est Noël. N'as-tu rien de plus fort ? » « Il est 8 heures du matin, » a dit mon père prudemment depuis son fauteuil. « Et alors ? » Les yeux de Jessica ont lancé des éclairs. « Il est 5 heures quelque part, n'est-ce pas, Robert ? Ou est-ce que cette règle ne s'applique pas aux familles parfaites ? » Mélodie s'était discrètement installée par terre près du sapin, sa tablette prête. Elle m'a regardé avec ses grands yeux bruns, me demandant sans mots si nous allions quand même ouvrir les cadeaux. J'ai hoché la tête et me suis assise à côté d'elle. « Et si on commençait à ouvrir les cadeaux ?» ai-je suggéré, essayant de nous ramener à la normale. Tyler a attendu si patiemment. « Patiemment », a imité Jessica, sa voix dégoulinant de méchanceté. « Tout tourne toujours autour des enfants, n'est-ce pas ? Pauvre petit Tyler. Pauvre petite Mélodie. Pauvre Amanda divorcée et ses pauvres petits bébés. Jessica. » La voix de Garrett contenait un avertissement. « Quoi ? Je ne fais que dire ce que tout le monde pense. » Elle s'est levée brusquement, vacillant légèrement. « Vous êtes tous assis là à faire semblant que tout est merveilleux pendant que certains d'entre nous se noient. » Tyler avait commencé à déballer son premier cadeau, en faisant attention de ne pas déchirer le papier parce que je lui avais appris que nous pouvions le réutiliser. À l'intérieur se trouvait le train en bois pour lequel j'avais économisé pendant 3 mois. Son visage s'est illuminé comme si on lui avait offert la lune. Un vrai train en bois. « Maman, regarde. Il a même un wagon de queue. » C'est à ce moment-là que Jessica a craqué. Vraiment, complètement craqué. Elle a traversé la pièce en 3 enjambées et a arraché la boîte des mains de Tyler. « Tu sais quoi ? Non. C'est ridicule. » Ces mots étaient légèrement pâteux. « Pourquoi devrais-tu obtenir tout ce que tu veux ? » « Jessica, rends-lui ça, » ai-je dit en me levant. « Sinon quoi ? Tu vas pleurer ? Courir te réfugier chez papa et maman comme tu le fais toujours. » Elle a tenu le train au-dessus de sa tête. « Tes enfants ne méritent pas le bonheur, Amanda. Pas quand le reste d'entre nous souffre. »« De quoi parles-tu ? » Ma mère était revenue de la cuisine, un torchon toujours à la main. 3 cycles de FIV, Patricia. 3 échecs. 30 000 $. Et qu'est-ce que j'obtiens ? Rien. Mais Amanda ? Elle pond 2 enfants avec un homme qui ne les voulait même pas assez pour rester, et tout le monde la traite comme une héroïne. Ça suffit, a dit Garrett, s'avançant vers elle. Mais Jessica était déjà en mouvement. Elle a fracassé le train en bois contre la table basse. La boîte a explosé, des morceaux de rails se sont brisés, la locomotive soigneusement peinte s'est fendue en 2. Tyler a hurlé, pas seulement pleuré, mais vraiment hurlé. Le genre de son qui déchire le cœur d'une mère. « Voilà ton précieux train », a craché Jessica. Mélodie avait attrapé son jeu de chimie, le serrant contre sa poitrine pour le protéger. Mais Jessica a été plus rapide. Elle le lui a arraché, d'un geste violent, l'a projeté contre le mur. Des fioles en verre se sont brisées. Le microscope en plastique s'est fissuré. Des cristaux colorés destinés à des expériences de croissance se sont éparpillés sur le tapis comme de la neige toxique. « Arrête ça !» Je me suis jeté sur elle, mais elle m'a esquivé avec une agilité d'ivrogne. « Dans 20 ans, ils ne se souviendront même plus de ces jouets, » a dit Jessica, attrapant d'autres cadeaux sous le sapin. « Mais moi, je m'en souviendrai. Je me souviendrai d'être assise dans cette clinique de fertilité,
à regarder des photos d'enfants des autres, en me demandant pourquoi Dieu me déteste autant. Elle les a détruits méthodiquement. Une maison de poupées que j'avais achetée d'occasion et restaurée moi-même, écrasée sous son talon. Des livres dont le dos a été arraché. Une boîte de peinture éparpillée, les couleurs tachant le tapis crème de ma mère. Un puzzle du système solaire que Mélodie avait spécifiquement demandé. Les pièces ont été jetées comme des confettis. Mes parents se tenaient là, figés. Gareth semblait paralysé. Et moi, je tenais mes enfants en sanglots. Le visage de Tyler enfoui dans mon épaule. Mélodie silencieuse mais tremblante. La musique de Noël continuait de jouer doucement à la radio. Douce nuit, offrant une bande-son surréaliste à la destruction. Ce ne sont que des choses, haletait Jessica, entourée par les débris. Peut-être que maintenant ils comprendront que la vie ne vous donne pas ce que vous voulez juste parce que vous êtes gentil. Je me suis agenouillé sur le sol, serrant mes 2 enfants contre moi. Le corps entier de Tyler était secoué de sanglots, ses petits doigts agrippant mon pull si fort que ses jointures étaient blanches. Mélodie était pressée contre mon autre côté, sa tablette enregistrant toujours, tenue comme une bouée de sauvetage dans ses mains tremblantes. Les cadeaux détruits gisaient autour de nous comme les victimes d'une guerre. Et pendant un instant, j'ai ressenti une rage si pure qu'elle aurait pu réduire toute la maison en cendres. Mais ensuite, Tyler a levé les yeux vers moi, son visage rouge et humide, et a chuchoté. « Pourquoi tante Jessica nous déteste, maman ?» Cette question a transpercé ma colère comme de l'eau froide. J'ai regardé Jessica, debout là, haletante, son manteau de luxe de travers, son mascara coulant sur ses joues, et j'ai vu clairement. Il ne s'agissait pas de mes enfants. Il s'agissait de sa douleur. Si profonde et toxique qu'elle devait déborder et contaminer tout ce qu'elle touchait. Elle ne vous déteste pas, mon trésor, ai-je dit assez fort pour que tout le monde entende. Tante Jessica souffre, et parfois, quand les gens souffrent, ils font des choses terribles. Mais ce n'est pas de votre faute. Ce n'est jamais de votre faute. N'ose pas trouver des excuses pour moi, a grondé Jessica. Je n'ai pas besoin de ta pitié, Amanda. Parfaite Amanda, qui dit toujours la bonne chose, fait toujours la bonne chose. Même maintenant, tu essaies d'être la plus magnanime. Je me suis levé lentement, gardant mes enfants derrière moi. Tu as raison, Jessica. Je ne suis pas parfaite. J'ai échoué dans mon mariage. J'ai dû retourner vivre chez mes parents. J'ai fait des doubles gardes juste pour joindre les 2 bouts. Mais tu sais quoi? Mes enfants n'ont rien choisi de tout ça. Ils n'ont pas choisi de naître, n'ont pas choisi le départ de leur père, et ils n'ont certainement pas choisi d'être la cible de ta rage mal placée. Mal placée, a ri amèrement Jessica. À chaque réunion de famille, tout tourne autour d'eux, de leurs notes, de leurs histoires mignonnes, de leur avenir. Personne ne me demande plus où en est ma chambre d'enfant vide. Personne ne mentionne les traitements de fertilité. Vous faites tous semblant que je ne meurs pas à l'intérieur pendant que vous célébrez vos parfaits petits-enfants. Ma mère a enfin parlé, sa voix tremblante. Nous ne savions pas que tu souffrais autant, Jessica. Tu ne nous as jamais parlé des échecs de la FIV. Parce que vous n'avez jamais demandé, a crié Jessica. Trop occupée à planifier des fêtes d'anniversaire, des pièces de théâtre scolaires et des matins de Noël pour les enfants d'Amanda. Gareth a finalement bougé, s'approchant de sa femme à pas prudents, comme on approche un animal blessé. Jess, ce n'est pas toi. C'est l'alcool, les hormones et le chagrin qui parlent. Ne me touche pas, a-t-elle averti en reculant. Tu es tout aussi mauvais. Tu m'as dit que nous devrions envisager l'adoption. Comme si nos enfants biologiques n'avaient pas d'importance. Comme si nous devions simplement abandonner. C'est alors que Mélodie a fait quelque chose d'extraordinaire. Elle est passée juste devant moi, devant le verre brisé et le papier déchiré, et s'est plantée directement en face de Jessica. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine, mais quelque chose dans l'attitude de ma fille m'a fait rester immobile. Je suis désolé que tu ne puisses pas avoir de bébé, tante Jessica, a dit Mélodie, sa voix claire et stable. Ça doit te rendre très triste. Quand je suis très triste, j'ai parfois envie de casser des choses, moi aussi. Jessica l'a regardé, momentanément abasourdie, sortie de sa fureur. Mélodie a continué. Mais ma maman m'a appris que casser les affaires des autres ne répare pas ce qui est cassé en nous. Ça ne fait que créer plus de choses cassées. Qu'est-ce que tu en sais? La voix de Jessica s'est brisée. Tu as 8 ans. Tu ne sais rien de la vraie perte. Je sais que mon papa a choisi de nous quitter, a dit simplement Mélodie. Je sais qu'il aurait pu rester, mais il ne voulait pas. Au moins, tes bébés n'ont pas choisi de ne pas venir. Ils ne pouvaient tout simplement pas. La pièce est devenue absolument silencieuse.
Même Tyler a cessé de pleurer, regardant sa sœur avec admiration. Le visage de Jessica s'est décomposé pendant une seconde. J'ai cru qu'elle allait s'effondrer ou se déchaîner à nouveau. Mais Mélodie n'avait pas fini. J'enregistrais tout pour mon papa, a-t-elle dit en brandissant sa tablette. Je voulais lui montrer à quel point nous étions heureux pour qu'il ne s'inquiète pas pour nous, mais j'ai enregistré d'autres choses aussi. Des choses secrètes. Mélodie, ai-je dit doucement, ne sachant pas où cela menait. Elle m'a regardé avec ses yeux empreints d'une sagesse ancienne. Tu te souviens quand tu as dit que nous devions toujours dire la vérité, même quand c'est difficile, même si ça risque de mettre les gens en colère? J'ai hoché la tête, le cœur battant à tout rompre. Eh bien, j'ai une vérité sur tante Jessica, du mois dernier, quand nous sommes venus voir grand-mère et qu'elle faisait la sieste. Mélodie s'est retournée vers Jessica, dont le visage était devenu pâle. Je jouais à cache-cache dans la chambre de grand-mère. J'étais dans le placard avec ma tablette et j'ai vu ce que tu as fait. Petite espionne, a sifflé Jessica. Mais il y avait de la peur dans sa voix maintenant. Je n'espionnais pas, a dit calmement Mélodie. Je jouais simplement, mais je t'ai vu prendre quelque chose qui n'était pas à toi. Et maman dit que voler, c'est mal. Même quand on est triste, même quand on pense qu'on mérite quelque chose. Ma mère s'est avancée. Qu'est-ce qu'elle a pris, ma chérie? Mélodie a regardé Jessica une dernière fois. Est-ce que je leur montre, tante Jessica? Ou est-ce que tu veux leur dire toi-même? Jessica s'est précipitée en avant, essayant d'arracher la tablette des mains de Mélodie, mais Garrett lui a attrapé le bras et l'a retenue. De quoi parle-t-elle, Jess? Qu'est-ce que tu as fait? Rien. Elle invente. Les enfants inventent tout le temps des histoires. Jessica se débattait contre l'emprise de Garrett, mais il tenait bon. Mélodie a reculé, gardant la tablette près de sa poitrine. Je n'invente rien. J'ai la vidéo ici. 15 novembre, 14h43. La main de ma mère a volé à sa gorge. C'était le jour où nous sommes tous venus pour organiser l'anniversaire de papa. J'ai fait une sieste parce que j'avais mal à la tête. Quelle vidéo? Mon père s'est levé de son fauteuil, soudainement complètement alerte. Mélodie, qu'as-tu vu exactement? Mélodie m'a regardé et j'ai hoché la tête pour l'encourager. Quoi que ce soit, nous devions le savoir. Elle a tourné la tablette et a appuyé sur lecture. La vidéo était tremblante au début, filmée à travers les lattes de la porte du placard de ma mère. On pouvait entendre la respiration calme de Mélodie alors qu'elle se cachait. Puis Jessica est entrée dans le champ, se dirigeant directement vers la boîte à bijoux de ma mère sur la commode. Le son était parfaitement clair. Celle-ci aurait dû être à moi. La voix de Jessica sortait de la tablette, amère et froide. C'est moi qui viens ici chaque semaine. C'est moi qui écoute les histoires de Patricia sur sa mère. C'est moi qui les mérite. Nous avons regardé Jessica ouvrir la boîte en bois antique et en sortir une pochette en velours. Elle l'a vidée dans sa paume, et même dans la vidéo granuleuse, la bague en émeraude et les boucles d'oreilles assorties ont capté la lumière. La parure de mariage de ma grand-mère, valant au moins 15 000 $. Des pièces qui étaient dans notre famille depuis 4 générations. Tu as pris les émeraudes de maman. La voix de Garrett était blanche, incrédule. C'était celle de sa mère. Elle devait revenir à Amanda, puis à Mélodie un jour. Ma mère s'est affaissée sur la chaise la plus proche. Je pensais les avoir égarés. J'en étais malade depuis des semaines, pensant que je devenais étourdi, que peut-être les premiers signes de démence s'installaient. La vidéo continuait. Jessica à l'écran fourrait les bijoux dans son sac à main, puis renversait délibérément d'autres objets dans la boîte à bijoux. Voilà. Maintenant, elle pensera qu'elle les a simplement égarés ailleurs. Elle mettra probablement ça sur le compte de son âge. Parfait. Patricia n'est pas si parfaite après tout. Mélodie a mis la vidéo en pause. Il y a plus. Je continue? Plus? Ai-je demandé, stupéfaite. Elle a passé un appel juste après, a dit doucement Mélodie, à un certain Derek, pour les vendre. Le visage de Jessica était passé de pâle à gris. Vous ne comprenez pas. Nous avions besoin de l'argent. Les traitements de FIV nous ont ruinés. Garrett ne voulait pas contracter un autre prêt, et vos parents ne voulaient pas nous aider parce qu'ils étaient trop occupés à économiser pour les études de vos enfants. Nous vous aurions aidé. La voix de mon père a tonné, une chose que je l'entendais rarement faire. Il suffisait de demander. Nous ne savions même pas que vous faisiez des FIV. Fouillez son sac, a dit doucement Mélodie. Elle les a apportés aujourd'hui. Je l'ai vu les regarder dans la voiture quand oncle Garrett sortait les cadeaux du coffre. Elle allait en faire quelque chose. Non.
Jessica a essayé de se dégager, mais Garrett avait déjà attrapé son sac de créateur sur le canapé. Il en a vidé le contenu sur la table basse. Parmi le maquillage, les reçus et les flacons de médicaments, enveloppés dans du papier de soie blanc, se trouvaient les émeraudes de ma grand-mère. Ma mère s'est levée lentement, s'est approchée de la table et a ramassé la bague avec des mains tremblantes. Ma mère a porté cette bague pendant 53 ans. Elle l'a portée en élevant 5 enfants pendant la dépression. Elle l'a portée quand elle a enterré mon père. Elle l'a portée jusqu'au jour de sa mort, puis elle me l'a donnée pour que je la donne à Amanda. J'en avais plus besoin, a crié Jessica. Pour mes enfants. Les enfants que je n'aurai jamais parce que Dieu est cruel et injuste et donne des bébés à des gens qui ne les méritent pas. Arrête, a dit calmement Garrett. Mais sa voix portait plus de poids que n'importe quel cri. Arrête, Jessica. Il ne s'agit pas de Dieu, ni de justice, ni de qui mérite quoi. Il s'agit de toi qui deviens quelqu'un que je ne reconnais plus. Quelqu'un qui volerait sa famille. Quelqu'un qui détruirait les cadeaux de Noël d'enfants. Quelqu'un qui traumatiserait des enfants parce que tu souffres. Tyler s'était avancé, reniflant toujours, et avait ramassé un morceau cassé de son train. On peut le réparer, maman? On essaiera, mon trésor, ai-je dit, la voix chargée d'émotion. Jessica a regardé autour d'elle, nous observant tous, son expression passant de la rage à quelque chose de complètement différent. La honte, peut-être, ou juste l'épuisement. Je ne peux plus faire ça, a-t-elle murmuré. Je ne peux plus faire semblant d'être heureuse pour tout le monde. Je ne peux plus regarder les autres obtenir tout ce que je veux. Alors tu as besoin d'aide, a dit fermement ma mère, surprenant tout le monde par la fermeté de sa voix. Une aide professionnelle. Parce que voler sa famille et détruire les cadeaux d'enfants, ce n'est pas de la douleur, Jessica. C'est de la cruauté. Et nous ne tolérerons pas la cruauté dans cette maison. Pas même de la part de la famille. Garrett a lâché le bras de Jessica et s'est éloigné d'elle. Nous partons maintenant. Il a regardé mes parents, puis moi, ses yeux pleins d'excuses qu'il ne pouvait pas exprimer. Je paierai pour tout. Les cadeaux, le nettoyage du tapis, tout. Et Jess va se faire aider, qu'elle le veuille ou non. Jessica est restée là un instant, entourée par la destruction qu'elle avait causée, ne tenant que son sac de créateur vide. La femme qui était entrée, avec un air supérieur et vertueux, paraissait maintenant petite et pitoyable. Mais je ne pouvais pas trouver de sympathie pour elle. Pas encore. Peut-être un jour, mais pas tant que les larmes de mes enfants étaient encore fraîches. Les émeraudes restent ici, a dit fermement Garrett. Et Jessica, tu vas écrire une lettre d'excuse à tout le monde, en particulier à Melody et Tyler. Pas aujourd'hui, pas demain, mais quand tu seras sobre et que tu te feras aider. Garrett a pratiquement porté Jessica jusqu'à leur voiture, ses talons de créateur raclant les marches du Porsche alors qu'elle trébuchait. Par la fenêtre, je l'ai regardé l'attacher sur le siège passager comme si c'était une enfant. Il s'est assis sur le siège du conducteur pendant une bonne minute avant de démarrer le moteur, la tête posée sur le volant. Quand il est finalement parti, aucun de nous n'a bougé pendant ce qui a semblé une éternité. Puis Tyler a tiré sur la manche de mon pyjama. « Maman, est-ce que Noël est gâché ?» Avant que je puisse répondre, mon père a fait quelque chose que je ne l'avais jamais vu faire de toute ma vie. Il s'est mis à quatre pattes et a commencé à ramasser les morceaux cassés du train. Rien n'est gâché qui ne puisse être réparé, mon grand. Viens ici. Voyons ce que nous pouvons sauver. Ma mère a disparu dans la cuisine et est revenue avec un balai, une pelle et le sac de course qu'elle utilisait pour ses coupons. Elle a vidé les coupons et a commencé à ramasser les pièces éparpillées du jeu de chimie. Certaines de ces fioles ne sont même pas cassées, Mélodie. Et regarde, le manuel d'instruction est en parfait état. C'est alors que la sonnette a retenti. Nous nous sommes tous figés, nous demandant si Jessica était revenue pour un deuxième round. Mais c'était Madame Henderson, la voisine, tenant un plat à gratin et regardant à travers la vitre avec inquiétude. « Patricia, ma chère, tout va bien ?» Nous avons entendu du bruit et puis nous avons vu Garrett partir en trombe. Ma mère a ouvert la porte et les yeux de Madame Henderson se sont écarquillés en voyant les dégâts visibles derrière elle. En moins d'une heure, la nouvelle s'était répandue dans notre petite ville de l'Ohio, comme seules les nouvelles des petites villes peuvent se propager. À midi, notre maison était devenue un défilé de voisins et d'amis. Monsieur Johnson, qui habite 3 maisons plus loin, est arrivé avec un train en bois que son petit-fils n'utilisait plus. Il n'est pas neuf, mais il a 2 fois plus de pièces que celui qui a été cassé, a-t-il dit en ébouriffant les cheveux de Tyler. Le docteur Morrison, ma patronne du cabinet dentaire, est venu avec l'ancien jeu de chimie de sa fille,
ainsi que du vrai matériel de laboratoire du laboratoire universitaire de son mari. Mélodie est peut-être prête pour quelque chose de plus avancé, de toute façon, a-t-elle dit avec un clin d'œil. La famille Patel a apporté des biscuits faits maison et 3 jeux de société. Les Neuillons ont livré une boîte de fournitures artistiques. L'entraîneur Williams de l'équipe de T-ball de Tyler est arrivé avec un gant de baseball qui était mystérieusement apparu dans son garage. À 3 heures de l'après-midi, mes enfants avaient plus de cadeaux qu'au départ. Tyler avait construit une ville ferroviaire entière sur le sol du salon avec l'aide de Monsieur Johnson. Mélodie utilisait de vraies micropipettes pour mener de véritables expériences sous la supervision du docteur Morrison. Garrett est revenu seul ce soir-là, l'air épuisé mais déterminé. J'ai emmené Jessica chez sa sœur à Columbus. Elle entre dans un centre de traitement de main. Désintoxication et soins psychiatriques. Notre assurance couvre 90 jours. Il a sorti son chéquier, mais mon père l'a arrêté. Garde ton argent, mon fils. Tu vas en avoir besoin. Je demande la séparation, a continué Garrett, sa voix stable mais triste. Ce n'est pas la première fois que quelque chose comme ça arrive. Juste la pire. Le mois dernier, elle a jeté le gâteau de la fête prénatale de sa sœur contre le mur. Il y a 3 semaines, elle a détruit toutes les photos de notre mariage parce qu'il y avait des enfants dessus. J'ai continué à trouver des excuses, disant que c'était les traitements de fertilité, les hormones, le stress, mais c'est plus que ça. Ma mère lui a tendu les émeraudes.